peut-être de façon juste anticipée, je préviens juste que le président Le Monde, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, devra nous quitter très rapidement. Mais qu'il va nous faire le plaisir de rester un certain temps. Malgré tout, je le dis simplement pour expliquer aussi pourquoi nous n'avons pas pu faire de session de questions immédiatement après la table ronde précédente et que nous les reportons à la fin de la table ronde qui nous réunit porte un titre qui est volontairement provocateur, exposition permanente, collection temporaire. Pour cela, nous avons réuni 3 personnes qui sont à la fois directeurs ou anciens directeurs de musées, mais aussi commissaires d'exposition, ayant travaillé sur des expositions qui n'étaient pas dans leur musée, ou qui se déroulent ailleurs, des expositions avec des formats extrêmement divers et des objets extrêmement divers. Je vais nous gagner un peu de temps en ne les présentant pas individuellement, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, parce que je pense que, d'une part, la biographie est très accessible sur Internet, d'autre part, elle est certainement connue d'entre vous pour la plupart, et enfin, de toute façon, les questions dont nous allons traiter permettront d'y revenir d'une certaine façon dans le cours des discussions. Je commencerai peut-être par poser à Christian Bernard une question autour de l'invention au début des années 1990, mais évidemment avec une réflexion qui était bien antérieure à celle-là, et une ouverture en 1994 d'un musée, le Musée d'Art Moderne et Contemporain de Genève, le MAMCO, qui n'opposerait pas collection et exposition. Je suis frappé par le fait, et je n'y avais pas réfléchi avant, qu'une exposition temporaire, en anglais ça se dit une exposition de trait, no exhibition, et que ça n'est pas la même idée derrière ces deux vocables dans le vocabulaire anglo-saxon qui domine la pratique muséale contemporaine, au point où on préfère parler de curateur que de conservateur ou d'autres choses de ce type-là, mais donc qui n'opposerait pas collection et exposition, mais qui au contraire n'a pas cessé de les tresser dans un même objectif, avec des renversements qui correspondent d'ailleurs assez bien au titre de cette table ronde, exposition permanente, collection temporaire. Ce modèle évidemment a évolué depuis 1994 jusqu'au 20e anniversaire du musée qui avait été célébré de ce point de vue-là. Aujourd'hui, Christian Bernard est passé à autre chose, avec le printemps de septembre à Toulouse, et puis d'autres activités aussi d'accompagnement de projets artistiques et de commissariat. Peut-être que tu peux nous dire quel bilan tu tires de cette intuition de départ, qui est une intuition qui a d'une certaine manière fait école, peut-être avec beaucoup de déviations par rapport à l'idée originale et originelle du MAMCO, et qui a évolué au sein même du MAMCO pendant ces 20 ans. Merci. Je vais faire passer, pendant que je parle, des images qui sont des enregistrements très basiques du dernier état du musée quand je l'ai quitté fin 2015. C'était une proposition globale qui s'appelait One More Time, où je rejouais les protocoles ou le répertoire du musée et de ses expositions temporaires ou permanentes, c'est-à-dire de son travail dialectique entre les deux termes de l'exposition. Et puis pour éviter de m'énerver, j'avais préparé un petit texte dont je vous donne lecture. Donc la question qui nous est posée offre l'occasion de revenir sur l'expérience que j'ai conduite avec le MAMCO entre 1994, on dit 1994 en Suisse, et 2015, date à laquelle je l'ai quitté. Les circonstances dans lesquelles j'ai dû concevoir
et mettre en place le musée d'art moderne et contemporain de Genève m'ont conduit à prendre la question du musée à l'envers. Généralement, la collection précède le musée comme l'essence précéderait l'existence. Elle en est l'occasion. Dans le cas du MAMCO, seule précédait une volonté associative. La ville avait acquis un bâtiment industriel pour répondre à cette volonté. L'association avait collecté quelques dizaines d'œuvres durant les 20 ans de son action militante. Il n'y avait ni budget d'acquisition, ni en termes qualitatifs et quantitatifs, de quoi parler d'une collection à vocation publique. Je suis donc parti de mon expérience ordinaire de visiteur de musée. Qu'est-ce qu'un musée pour son visiteur, sinon une exposition? Que cette exposition soit subdivisée en exposition temporaire et en présentation des collections permanentes n'y change rien. Le musée est d'abord un dispositif expositionnel. J'ai donc résolu de concevoir le MAMCO comme une vaste exposition évolutive, faite d'un ensemble articulé de sub-expositions, toujours temporaires du point de vue de leur durée. J'ai employé dès 1994 deux formules pour décrire cette conception, celle de musée exposé et celle de système d'exposition communiquant entre elles. Concevoir le musée comme un dispositif expositionnel implique de placer la forme exposition au cœur de son activité et de pratiquer l'exposition de façon à en balayer et élargir le spectre des usages historiques et plastiques, autrement dit de façon à mettre en abîme les options expositionnelles et donc à exposer le musée comme dispositif expositionnel ouvert. Organiser le musée ainsi exposé comme système d'exposition communiquant entre elles implique d'effacer le vieux clivage rythmique et la séparation spatiale entre présentation permanente et exposition temporaire. 21 ans durant, nous avons renouvelé 3 fois l'an 80 à 90% de notre offre visitable, sur plus de 30 salles et 3500 mètres carrés. Ce principe d'instabilité, de mouvement perpétuel, reposait sur une volonté de désacralisation des œuvres, sur un refus de toute emphatisation, un goût du profane et de la prose, une critique de l'obsession hiérarchisante du chef-d'œuvre. Cette pratique supposait que les présentations des collections soient traitées sur le même mode expositionnel que les expositions temporaires, de façon à composer une seule exposition globale dont les éléments interagissaient. Cela supposait une fluidité de la collection et une créativité dans sa mise en jeu. Cela supposait de changer l'idée même de collection. Au fil du temps, je me suis aperçu que je nommais collection l'ensemble des œuvres disponibles sans délai pour l'exposition du musée, à savoir les œuvres que nous possédions. Depuis de 21 ans, on possédait 3500. Celles qui nous étaient déposées sans condition, plus de 1000. Celles des autres collections publiques genevoises. Celles des collectionneurs, amis du musée. Et enfin, et j'insiste sur ce point, l'ensemble des souvenirs, des situations expositionnelles que nos visiteurs fidèles ou occasionnels emportaient, qui les hantaient, dont ils faisaient conversation en ville. Ainsi avons-nous pu travailler à partir de plus de 10 000 œuvres disponibles et tirer de ce fonds commun utilisable les expositions qui attendaient que nous les inclusions. D'où l'expression exposition dans la collection, préférée à celle d'exposition de la collection. Les œuvres d'art sont destinées à nous inviter, où que nous soyons, et nous sommes le plus souvent loin d'elles. Quand nous les retrouvons dans un espace d'exposition,
leur réalité vient se confronter aux souvenirs que nous en conservions. C'est cela que le musée propose. Et cette expérience n'est augmentée que par la variété des circonstances, des contextes, des dispositions au sein desquelles nous appréhendons les œuvres. La chance du musée est d'offrir d'innombrables possibilités d'association des œuvres, d'appariement, bien au-delà de ce que les musées s'autorisent d'ordinaire, pétrifiés qu'ils sont en général par les catégories historiques et thématiques dans lesquelles ils parquent leurs œuvres. Celles-ci se morfondent trop souvent dans ces cadres de la docilité ou la paresse de la muséographie à tracer pour les garer dans les avenues rectilignes de l'histoire. Le génie du musée, ce sont les arcs électriques qui s'allument d'œuvre en œuvre quand leur contextualisation, réinventée, libère leur polysémie et nourrissent leur conversation par-delà les époques et les genres. Il n'y a de vive expérience de l'art que dans l'invention de ces associations libres qui les placent intensément dans l'unique présent du regardeur. Plutôt que de choisir entre exposition et collection, il faudrait faire de la forme exposition le levier de l'adresse dynamique au public. Adresse qui construit une communauté affective et affectée, et d'où procèdent légitimité, liberté et soutien politique et donc financier. Merci. Alors, il est assez difficile pour moi de rebondir directement après cette présentation. Je voudrais juste souligner peut-être, avant de passer la parole à nos autres invités et intervenants, que tout cela s'est fait avec des budgets qui n'ont rien de pharaonique. C'est loin d'être le cas. Et que c'est une forme de réponse aussi à une certaine chaîne de doléances de la part des institutions. Nous le faisons tous en étant directeurs d'institutions, de trouver que nos budgets sont insuffisants. Ils sont toujours insuffisants d'une certaine façon, on pourrait toujours faire plus, mais en tout cas, le modèle du MAMCO, tel qu'on a pu le voir fonctionner pendant 20 années, était un modèle qui ne requérait pas de moyens considérables, notamment parce qu'il était un modèle véritablement expérimental, et fondé aussi sur des équipes très fortement disponibles. Juste une expérience assez simple, parce que je veux la souligner, c'est le seul musée où j'ai pu faire une exposition où l'on me dise que j'avais tout le temps dont j'avais besoin pour faire l'accrochage, et que le principe de base, c'était qu'on mettait à ma disposition 3 personnes en permanence, pas plus parce qu'on ne pouvait pas des personnes extérieures, des personnes du musée, habituées au musée, avec qui je pouvais travailler du matin au soir, au rythme que je voulais, en procédant à des accrochages, des décrochages, des réaccrochages, ou que sais-je, avec des œuvres qui étaient en l'occurrence des œuvres historiques, puisque c'était des œuvres des années 1960, avec des valeurs parfois très importantes. Ça, c'est un autre problème des expositions temporaires aujourd'hui, certainement, mais d'une manière où l'ensemble du musée était fondé sur cette idée que, effectivement, il est possible de faire ce type de travail. Et peut-être, et je vais passer la parole tout de suite à Laurent Lebon sur ce sujet, parce que le modèle permettait d'avoir à la fois une forme événementielle qui corresponde à l'idée qu'il y aurait besoin de redire au public le plus large, notamment par l'intermédiaire des médias, qu'il se passe quelque chose de nouveau, mais que cela se passait avec une régularité, une récurrence et un rapport effectivement à un mémoire et à une espèce de traçabilité dans la formulation même qui permettait de s'établir dans la durée et donc de ne pas être totalement opposé
à ce que peut être un musée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un modèle exportable universellement, on y reviendra peut-être après, mais en tout cas c'est un modèle qui est un modèle tout à fait intéressant. Peut-être aussi, je le dis aussi au passage, parce que c'est un musée dont je n'ai jamais vu aucune forme de communication sur ces chiffres de fréquentation. C'est-à-dire que c'est un musée qui a dès le départ fait le choix de ne pas se préoccuper de cette question-là, ou plutôt de s'en préoccuper de façon interne, parce qu'il importe de toucher un public le plus large possible, mais pas d'en faire un argument de communication. Et de penser que la validité d'une action conduite dans le domaine, on va dire dans le domaine culturel, était autre que cette question simple de la fréquentation. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vraiment distinguer les choses. Je ne suis pas en train de dire que que le public n'a pas d'importance. Il y en a d'autant plus qu'on ne se préoccupe pas des chiffres bruts de fréquentation, mais qu'on est dans le qualitatif, me semble-t-il. Laurent Lebon, le travail... tu as eu deux expériences qui sont des expériences, me semble-t-il, au moins, de direction de musées qui sont assez différentes, mais qui résonnent de façon importante sur cette question de l'opposition qu'on a tendance à faire un peu brutalement entre exposition et collection. D'une part, au Centre Pompidou-Metz, en créant un musée, en le portant, en faisant en sorte qu'il puisse fonctionner pendant ces premières années sur un musée qui n'a pas de collection véritablement permanente, qui peut disposer, comme cela a été dit tout à l'heure, des apports d'une collection, celle du Centre Pompidou, mais de façon parfois un peu difficile, j'allais dire, mais qui, en revanche, a posé très tôt la question de ce que c'est qu'un parcours de musée. Je pense en particulier à l'exposition chef-d'œuvre, questionnant aussi ces éléments de hiérarchie, ces éléments de narration dans la durée et sur une longue période. Et puis, maintenant, depuis 2014, à la tête du musée Picasso, tu te retrouve dans une situation qui est une situation tout à fait différente, celle d'un musée monographique, qui a une collection permanente constituée, qui ne peut s'enrichir pour autant qu'elle reste monographique qu'à la marge, même s'il peut y avoir des apports très importants d'un seul coup. Il n'empêche qu'ils resteront a priori dans le cadre, je dis à la marge, parce que même si l'œuvre de Picasso est considérable et comporte un nombre de numéros tout à fait remarquable par rapport à beaucoup d'autres artistes, elle est limitée de toute façon par nature, et que l'existence de plusieurs musées Picasso dans le monde en plus fait que, comme pour le musée Matisse, de ce point de vue-là, il y a une relative limitation de ce qu'il est possible d'avoir. Et dans ce cadre-là, donc, il y a une collection permanente à laquelle, je crois, les visiteurs s'attendent assez naturellement de pouvoir être confrontés quand ils viennent au musée. Le choix que tu as fait n'est pas forcément celui de travailler cette collection. Je ne sais plus, maintenant je fais attention à chacun des termes que j'emploie pour ne pas être soumis à l'ire de mon voisin de droite. Mais le choix qui a été fait est un choix un petit peu différent, avec des expositions qui sont très fortement liées à la collection, qui renouvellent le regard sur la collection de manière importante. Est-ce que tu peux expliquer quelle est ta position sur ces questions? Je voudrais m'excuser d'abord auprès d'Ariane, parce que c'est ta conception du management INHA, c'est-à-dire, voilà, bon.
Mais, chère Ariane, pas de souci, comme je suis déjà sur le départ, mais au demeurant, le président Lasvigne et le directeur Amic sont déjà partis parce que la dernière table ronde n'était pas intéressante. Ils reviendront tout à l'heure pour le champagne. Enfin, pardon, le crément, parce qu'on est en austérité budgétaire. C'est dommage d'ailleurs, parce que ça aurait pu les intéresser, le petit développement. Voilà. Je crois que tout à l'heure, on a découvert que certains d'entre nous ne sont pas du monde de l'art, des professionnels, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais juste une petite anecdote. Parfois, nous circulons un petit peu comme ça, de table ronde en table ronde. Vous remarquerez d'ailleurs que nos tables rondes ne sont jamais rondes. Hein. Celle-ci, quand même pas très loin, elle est ovale. Il y a toujours des éléments tout à fait locaux, bien connus, les orchidées normandes. Il y aurait beaucoup à en dire. Et puis là, on attend l'élu qui ne devrait pas tarder. C'est celui qui a le droit d'être debout. Voilà. Non, mais donc, quand on fait les tables rondes, on craint toujours quelque chose, c'est de se retrouver dans une table ronde avec Christian Bernard et Éric de Chasset. Il nous a annoncé qu'il ne faisait pas de biographie, mais on en a fait une. Il nous a annoncé qu'il fallait être bref, mais bon, ils ont monopolisé la parole. Et puis, il en est du... qu'en football, vous savez, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Dans le monde des musées, c'est toujours Christian qui gagne. Voilà, donc, vous avez senti la qualité du silence. Vous savez, ça mange pas. Vous avez été quand même un peu dur. Je vous propose quand même d'applaudir Christian. Hein, ouais. Faites du bruit quand même. Voilà, donc du coup je n'ai rien à dire parce que d'abord mon train m'attend et donc je peux m'effacer. Oui, je crois que ça avait été esquissé d'ailleurs avec brio, notamment par Delphine et Aurélie. Ce concept d'opposition entre collection et exposition n'a aucun sens. C'est-à-dire, voilà, il y a une collection, plusieurs, et il y a l'exposition. Je vais peut-être m'engueuler avec M. Penny, mais on pourra voir ça tout à l'heure. Le fondement de notre passion, c'est vraiment ça. C'est de créer la passion, c'est de créer ces événements. Et moi, j'en fais des événements. J'ai envie d'en faire. Alors, avec plus ou moins d'argent, on peut faire une exposition avec 100 €, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui nous passionne. Et c'est pour ça que Christian, dans son histoire, Delphine l'a dit tout à l'heure, dans cette incarnation, on n'a peut-être pas assez parlé parce qu'on est quand même complètement mégalo, nous tous, la tête ne passe plus les portes, hein, mais c'est quand même pourquoi on va à Genève, pourquoi on allait à un moment à Berne pour aller voir un certain Harald Zeman. Voilà, ben c'est parce que l'institution est incarnée et quand parfois la responsable part, l'institution change, voilà. Donc, pour moi, j'avais forgé deux petits concepts un peu stupides de taux de visibilité, taux de publicité, que je parle pas du tout sous l'autorité juridique de l'excellent Madame Cordu, mais voilà, ça m'avait toujours intéressé, quand je travaillais dans d'autres institutions que je ne citerai pas, c'était de voir combien il y avait d'œuvres, donc X. Donc, sur ces X œuvres, le taux de publicité n'a rien à voir avec le marketing, c'est de savoir combien d'entre elles avaient été une fois vues par le public. Je ne vous cache pas que le taux était à tendance de 0. Et dans celles qui avaient été vues, donc de manière publique, j'avais appelé ça le taux de visibilité, c'est-à-dire combien de temps. Et là, c'était non moins flagrant, c'est-à-dire qu'en fait, celles qui avaient été vues, bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais dans celles qui avaient été vues, il y en avait une infime minorité qui avait été survue, c'est-à-dire surexposée, surexploitée. Tout à l'heure, Serge Lasvigne l'a dit, une collection nationale, mais il n'a peut-être pas assez insisté, c'est pas une collection parisienne, même si beaucoup de musées nationaux sont parisiens, donc c'est pour ça que moi je prône le mouvement. Pour le musée Picasso, j'ai fondé notre fameux projet scientifique et culturel. J'ai senti tout à l'heure le public frémir avec le PSC, c'est vrai qu'on n'a pas trop abusé des acronymes cet après-midi, mais bon, le président Lasvigne n'a pas pu le dire, mais je peux vous le révéler, le Centre Pompidou n'a pas de PSC, c'est pour ça qu'il était un peu gêné tout à l'heure. Voilà, ça fait 40 ans qu'on l'attend, mais ils sont en train de le finaliser. Voilà, donc, et tant mieux, d'ailleurs, comme il l'a dit, je crois que c'est parfois, c'est bien que tout soit par des cases. Notre modèle, au fond, c'est bien sûr le Centre Pompidou, qui, quand il a ouvert en 1977, a cassé définitivement cette opposition entre collection et exposition, parce qu'il fallait être en phase avec la création toujours bouillonnante et l'extension de la collection. Et donc, Pontus a lancé le mouvement, et aujourd'hui Bernard continue. Qu'est-ce que nous propose Bernard? C'est des rotations, alors en fonction du budget, tous les 6 mois, tous les 12 mois, tous les 18 mois. Mais comme l'a dit avec brio M. Penny,
en début d'introduction. Même les collections les plus permanentes qui soient, la Barnes, le musée Condé de Chantilly, sont aussi dans la rotation, sont aussi dans le changement. Le Louvre, dans son modèle lensois ou dans son modèle maintenant abou-dhabien, se prend en retour ce questionnement. Donc, nous, au musée, j'ai pris mes fonctions, j'ai découvert que l'ancienne présidente avait oublié l'espace d'exposition temporaire. Voilà. Donc c'est un petit peu comme Christian, j'ai dû faire quelque chose. Je dis, ben, il n'y a pas d'espace d'exposition temporaire. C'est dommage, je m'avais dépensé 60 millions d'euros. Donc j'ai décidé d'en faire le fondement du projet, c'est-à-dire de créer ce que j'ai repris du Centre Pompidou, c'est ce très beau mot de Francis Ponge, le mot vivant. Il avait créé ça pour l'inauguration du Centre Pompidou, c'est la contraction du mot monument et du mot mouvement. Et je crois qu'on a là, bon, j'ai fait partir M. Penny, ils vont tous au champagne là-bas, c'est ça. Il y a deux bases pour nous de notre métier, c'est-à-dire le monument pas au sens sacralisation, pas au sens pérennité, mais tout simplement au sens de stabilité, c'est-à-dire cette colonne vertébrale qui est la collection sur laquelle on travaille, et toujours on travaille, et l'exposition qui vient en dialectique, en dynamique, mais tant dans les murs que hors les murs, et je serais tenté de dire aujourd'hui, avec un grand flou, le numérique, bien sûr. Vous avez vu que Culture Espace nous annonçait l'ouverture dans quelques semaines de ce lieu qui va sans doute là aussi faire bouger quelques frontières à Paris, d'un lieu totalement dédié au numérique. À la grande surprise de tout le monde, la dernière expo Van Gogh numérique à la Villette a très bien marché, 0 œuvre de Van Gogh à voir, uniquement 2000 m² de reproduction. Voilà, donc tout ça nous questionne. Donc bref, pour en revenir à ta question à laquelle je n'ai sans doute pas répondu, vive Christian Bernard, vive Éric Chasset, parce que c'est quand même une dialectique superbe. Tu le dis à chaque fois, dès le début, j'ai entendu tout à l'heure ta présentation, c'est vrai qu'il y a un clivage qui a un petit peu disparu, et tu n'es pas sans doute étranger à cela, c'est ce monde qu'on a un petit peu opposé du monde de l'université, du monde de la conservation. Et de la même manière qu'on l'a dit cet après-midi, avec l'exemple par exemple de Delphine, le monde de la gestion et le monde du scientifique. Tout ça, les cartes sont rebattues, et quand même, qu'on soit à Rouen ou à Paris, félicitons-nous, on est dans un pays qui peut ouvrir des portes d'un musée, il y a beaucoup de nos collègues qui n'y arrivent pas chaque jour, et qui avons une production d'exposition unique au monde. Ou ailleurs qu'à Paris, vous avez cette diversité. Monsieur Castellin nous a rappelé des chiffres tout à l'heure. Je pense qu'il est loin du compte quand on fait l'immensité et qu'on rajoute, et bien sûr, toutes les autres capacités d'exposition, mais on peut prendre autant de plaisir dans une galerie commerciale, entre guillemets, que dans une autre logique muséale plus traditionnelle. C'est d'ailleurs une des questions, parmi d'autres, qu'on pourrait poser comme point d'interrogation, c'est-à-dire notre rapport au monde du privé. Comme vous savez, par exemple, nos amis américains peuvent prêter, le MoMA peut prêter à la Galerie Gagosian. En France, c'est encore interdit. Il y a une logique du projet qui importe et qui nous questionne en permanence et que je trouve intéressant, qu'il ne faut pas toujours focaliser sur ce débat entre fondation et musée qui peut être un débat qui peut tourner en rond assez vite, puisqu'au fond, on fait quand même le même métier. Voilà, vive Rouen, vive Picasso. N'oubliez pas que Sylvain Amic vous offre un aller-retour par Rouen-Paris, hein, avec une bouteille de crément, et donc on vous attend en Victorini. Hein, il faut quand même faire marcher un petit peu le public. Voilà, chers amis, merci. Merci beaucoup Laurent. Là aussi je suis sans voix. Enfin, le but était contrairement à ce que tu disais, était de faire en sorte que l'INHA soit d'une à côté l'autre. Après vous deux, et donc de faire en sorte qu'Ariane Sarrazin puisse prendre la parole la dernière. Ça me semblait une chose extrêmement importante. Le centre de la dialectique les deux musées dont vous avez parlé, ou les trois musées dont vous avez parlé principalement, ont quand même une histoire relativement courte. Le MAMCO a été une création ex nihilo. Alors, en dehors, ex nihilo, pas ex nihilo, au sens où il n'existait pas auparavant un certain nombre de gens engagés auprès des artistes et habité par l'art. Je reprends cette formule. Vous savez, il y a cette très jolie idée d'Éric Foncy que le monde de l'art est trop souvent habité par des gens alors que c'est l'art qui devrait habiter les gens. Donc, un musée créé ex nihilo, un musée monographique
qui a une histoire déjà relativement longue, mais avec un périmètre qui est bien déterminé et qui est bien défini, de telle sorte aussi que le public vient pour un artiste particulier au départ. Évidemment, la question des musées qui sont des musées avec des histoires beaucoup plus longues, à vocation universelle, est différente, et sans doute la question de l'opposition qu'on fait traditionnellement entre exposition temporaire et collection permanente est-elle beaucoup plus forte dans ces musées, précisément parce qu'il y a un ensemble d'attachements. Alors l'attachement, c'est dans les deux sens. D'attachement au sens extrêmement positif de ce à quoi on est attaché, et puis attachement aussi au sens où ça s'attache, ça adhère, ça reste, on a du mal à s'en débarrasser, etc. Donc, on peut imaginer tout un ensemble de choses extrêmement dynamiques dans ce type de musée. On en a vu des exemples tout à l'heure avec Aurélie Volz à Montbéliard et la volonté de renouveler la présentation même de ce type de musée. Mais là, c'est à l'ancienne directrice des musées d'Angers, et dans la diversité des musées d'Angers, qui est assez similaire à celle que l'on peut trouver à Rouen, que je m'adresse, pas à la conseillère scientifique de l'INHA, qui est engagée sur des travaux assez différents de cela, en m'adressant à vous. Ariane, comment est-ce que vous avez pensé, ou comment est-ce que vous pensez, sans vous référer forcément uniquement à des exemples concrets, le président Lebon nous a montré qu'on pouvait aller très loin de la question qu'on vous pose, et de toute façon très loin de la situation extrêmement concrète qu'on vous propose d'évoquer. Nous sentez-vous extrêmement libre. Mais merci de nous faire part de votre réflexion sur ces sujets. Merci beaucoup, Eric. Je vais enfoncer donc le clou qu'ont placé Christian et Laurent pour abonder dans leur sens et dire que cette dichotomie entre collection permanente et exposition, même pour un musée d'art ancien ou un musée encyclopédique, n'a pas véritablement de sens, puisque si, comme le disait Christian, l'exposition est dans le musée peut-être est dans l'exposition. Je m'explique. Un proverbe que l'on dit chinois, vous savez, quand on ne sait pas d'où vient un proverbe, on l'attribue généralement à ces zones très éloignées que sont la Chine et le Japon, sous forme de boutade, et qui se répète de génération en génération chez les archivistes et les bibliothécaires, dit que si les archives et les ouvrages émanant du dépôt légal, on les subit, les collections des musées, on les choisit. Alors, comme tout proverbe, il mérite bien évidemment d'être nuancé, puisque tout conservateur de musée présent dans cette salle sait bien qu'il y a une très large part de hasard et de nécessité dans la constitution d'une collection, de collections muséales, bien plus que de choix cohérents et réfléchis. Mais si l'on s'intéresse au sens, si l'on revient au sens strict du terme de collection, une collection muséale résulte d'une sélection, d'un choix, d'un tri assumé et conscient, et non pas d'un versement automatique de toute une production artistique ou humaine. Et cette notion même de sélection, de tri, de choix, eh bien, selon moi, elle s'applique aussi bien aux collections permanentes qui forment l'essentiel du stock ou du fonds de roulement d'un musée qu'aux expositions elles-mêmes qui sont une autre manière de faire collection, puisque une exposition, c'est un parti pris, c'est une sélection. Donc, de ce fait, si l'exposition est dans le musée sous forme de collection permanente et dans l'exposition et vice-versa. La seconde constatation que je ferai, c'est que
Du point de vue de l'histoire de l'art, on constate très souvent que les expositions ont énormément apporté à la recherche dans ces réorientations, dans la mesure où les expositions, à travers le travail de leurs commissaires, revendiquent en elles-mêmes un point de vue et un parti pris. Et le regret que j'ai souvent en tant que conservateur et que j'ai eu aussi à Angers, puisque je ne suis pas arrivée à porter cette révolution, c'est que beaucoup de parcours de nos musées de beaux-arts, de nos musées encyclopédiques, se réfugient dans l'apparente neutralité ou dans l'apparente évidence de ce dont parlait Christian Bernard, c'est-à-dire une taxinomie héritée du passé, une taxinomie par école, par mouvement, par période, par personnalité artistique. Et je me suis toujours demandé si une manière, parmi d'autres, nous en avons vu beaucoup aujourd'hui, de faire entrer l'exposition dans le musée, c'était peut-être de porter d'autres formes de questionnement pour bâtir des parcours qui interrogent l'historicité de cette proposition par école, par mouvement, par personnalité artistique, que les musées nous offrent comme une forme d'évidence et de récit s'imposant à tout. Donc j'aimerais plaider pour une réflexion autour de cette historicité de nos parcours permanents, essayer de questionner cette taxinomie, mais également essayer de proposer d'autres formes de lecture de nos collections permanentes. Je vous disais que le musée est une opération de tri et de sélection, et je suis toujours frappée par le fait que la question extrêmement traditionnelle dans l'histoire de l'art de la provenance et de l'historique des œuvres, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont choisi d'élire une pièce, une œuvre, en la disant digne d'entrer dans une collection publique, eh bien, ce rapport extrêmement affectif, singulier, qu'un homme ou une femme a tissé avec l'œuvre ou un groupe d'œuvres qui se retrouve aujourd'hui au sein des musées, disparaît complètement dans la dispersion de ces œuvres au sein de nos collections. Et donc, une autre manière de présenter nos collections permanentes et de faire entrer l'exposition et donc le questionnement dans un parcours muséal serait par exemple de pouvoir mettre en évidence donc ces questions de provenance. Il y en a bien évidemment bien d'autres. Et puis, puisque le temps nous est compté, je terminerai par une troisième constatation. On a beaucoup parlé, notamment dans la deuxième table ronde, de la question de la privation que représenterait le prêt d'œuvres appartenant à une collection permanente prêtée à l'étranger, par exemple, pour une communauté territoriale qui ferait corps avec cette collection permanente. Je crois qu'on oublie très souvent de dire que les objets et les œuvres qui sont concentrés dans nos collections permanentes, dans nos musées, sont le résultat d'un déracinement systématique. Francis Haskell l'explique très bien dans le musée éphémère. Les œuvres que nous conservons dans nos collections permanentes, elles n'ont pas été faites pour y être au départ. Elles proviennent de temples, d'églises, de monuments civils, d'autres civilisations qui leur appliquaient d'autres usages. Et finalement, nous concentrons des œuvres qui ont été arrachées
à leur territoire d'origine, et nos musées sont des immenses forêts sans racines. Donc, de ce fait, la distinction que l'on opère entre des expositions prédatrices du territoire ou du patrimoine d'un territoire et des musées qui seraient justement des ferments de cette identité, pour moi, ne tient absolument pas.